Bonjour et bienvenue dans Neuroflow. Je suis Sarah, ta coach holistique, et chaque semaine nous explorerons ensemble les secrets du bien-être, de la productivité et de la réalisation personnelle. Notre mantra, vivre pleinement, pas seulement exister. Et dans ce podcast, je partagerai avec toi des concepts avancés, des stratégies efficaces, des exercices concrets, ainsi que des systèmes inspirés des plus grands pour nourrir ta croissance personnelle et optimiser ton bien-être, qu'il s'agisse de ton corps, de ton esprit ou de tes habitudes de vie. Ensemble, nous allons mieux comprendre notre cerveau, gérer le stress, développer notre mindset, créer des leviers de productivité et accéder à l'état de flow à la demande. Tout ceci en nous appuyant sur une multitude de disciplines comme la psychologie, les neurosciences et bien d'autres approches encore pour une transformation globale. Notre mission, éliminer les chaînes invisibles de la procrastination et renforcer notre mindset pour mieux agir, mieux construire. Alors, prêt pour le changement ? Hello à toi et bienvenue dans mon tout premier podcast de Neuroflow. J'espère que tu vas bien et je voulais déjà te dire que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette première expérience. Parce que oui, aujourd'hui, c'est ma première fois, mon tout premier podcast. Bref, c'est ma première cap, comme on dit. Et qui dit première fois, s'accompagne d'un avertissement. Alors, voici le petit disclaimer. Faut savoir que je ne connais pas du tout les codes du podcast. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en vrai, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça, donc du coup, je l'ai fait. Et je ne sais pas, comme je te l'ai dit, si ça va marcher ou pas. Peut-être qu'au jour où tu l'entends, il y a des dizaines de podcasts qui ont ouvert. Peut-être qu'on a atteint les 100 épisodes. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et peut-être que tu es là quand Neuroflow vient à peine d'ouvrir ses portes, c'est-à-dire aujourd'hui en août 2024. Dans les deux cas, je souhaitais prendre le temps de te remercier d'être là aujourd'hui et de prendre le temps pour écouter ce podcast en espérant que tout ceci te servira dans le présent et dans le futur et que c'est juste le premier d'une longue lignée de podcasts. Et vraiment, ça me fait plaisir de démarrer cette nouvelle aventure avec toi. Et j'avais hâte de commencer cette aventure parce que si je tente cette expérience qui me brûlait d'envie depuis pas mal de temps déjà, c'est simplement pour transmettre ce que je sais. Donc si ça marche, c'est top. Si ça ne marche pas, c'est une expérience, une leçon, un apprentissage, bref, c'est de la data. Et la data, c'est vraiment quelque chose de précieux dans une quête de croissance personnelle. On va fonctionner comme le modèle mental scientifique qui fonctionne avec un processus systématique de collecte de données, d'expérimentation, d'observation et de révision d'hypothèses. En gros, on progresse par des essais contrôlés, des erreurs et des révisions qui sont basées sur les résultats obtenus. Ici, on va vraiment susciter le biais pour l'action en cultivant le try and learn. C'est une approche d'apprentissage qui n'a pas peur de l'échec. C'est une approche qui voit justement l'échec comme un apprentissage. En gros, on tente, on collecte, on apprend, on révise, et puis on recommence. C'est comme le fail fast, fail often. On encourage presque l'échec pour apprendre, parce que l'échec te fournira toujours, et je dis bien toujours, des informations précieuses pour l'amélioration. Donc ici, au sein de ce podcast, on reste dans une approche scientifique basée sur la recherche constante de feedback. Ces feedbacks, ils seront vraiment nos phares dans la tempête. Ça va nous permettre d'avancer et de progresser progressivement, de manière constante, d'innover efficacement et de s'adapter aux changements tout en minimisant les risques. Donc tu l'as compris, l'idée centrale ici, c'est de garder en tête que l'apprentissage continu et l'amélioration sont des processus qui sont dynamiques, basés essentiellement sur l'action, l'observation et l'ajustement constant. Il y a Nelson Mandela qui a une phrase qui résonne profondément en moi et que tu connais sûrement, qui dit, j'ouvre les guillemets, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Fermez les guillemets. Écoute-moi bien maintenant, parce que c'est capital. Celui qui pense n'avoir jamais échoué n'a jamais vécu. Et celui qui dit n'avoir jamais échoué n'a probablement jamais quitté sa zone de confort. Donc en gros, il a évité tout challenge, tout risque, bref, il ne s'est pas du tout développé dans sa vie. Et ça, c'est vraiment passer littéralement à côté de sa vie. Parce que le but de cette vie, c'est d'évoluer constamment, de se transformer et d'atteindre une version de toi que tu n'étais pas jusqu'alors. Ta version passée doit être différente de ta version future.
Donc comme tu l'as compris, et comme je le répète encore, l'échec est le meilleur des apprentissages. Ta version 1, ta première version sera toujours moins bonne que ta version finale. Et heureusement d'ailleurs. Parce que la première fois que tu as appris à marcher, par exemple, tu n'as même pas réussi à tenir ne serait-ce qu'une seconde sur tes deux jambes. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bah fuck, j'abandonne, c'est trop dur? Bien sûr que non, tu as continué et t'as persévéré. D'ailleurs, petite info, mais il estimait qu'un bébé tente de marcher environ 2000 à 3000 fois avant de réussir à faire ses premiers pas sans assistance. Bon, après, ce chiffre, il est quand même à prendre avec des pincettes parce qu'il est basé sur des observations générales, parce qu'en gros, il est difficile de mesurer précisément le nombre de tentatives de chacun. Parce que chaque enfant, il est unique et il y a certains qui peuvent réussir plus rapidement, tandis qu'il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus de temps, un peu plus d'essais pour arriver à ça. En tous les cas, tu ne réussis jamais durant tes premiers coups. Au minimum, et je pense que je suis gentille, il te faut environ 500, 1000 fois, 1000 essais avant de réussir. En tous les cas, pourquoi je te dis ça? Ça signifie en gros que les bébés ont déjà cette persévérance naturelle illustrée par le concept du try and learn. Ils continuent à essayer encore et encore et encore. Et à chaque tentative, ils apprennent à ajuster leur équilibre, doser le poids sur leurs jambes, leurs pieds et à améliorer leur coordination jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à marcher. Alors peut-être que tu vas me dire, Sarah, t'es bien gentille, mais entre un bébé et un adulte, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même histoire. Et là, je serais pas du tout d'accord avec toi. On a appris une langue. On a même parfois, pour certains, appris une deuxième langue, voire une troisième, bref. On a appris à marcher, on a appris à lire, on a appris à écrire, on a appris à dessiner, on a appris à conduire un vélo, à conduire une voiture et bien d'autres choses encore. D'ailleurs, quand tu commences par exemple un nouveau travail, avec un logiciel à expertiser dans ton job, au début, ça va être difficile, tu vas être plus lent que d'autres personnes. Puis au bout de quelques temps de pratique, de quelques jours, quelques semaines, peut-être un mois, tout ceci, ça va être automatisé dans ton esprit. Ça va être beaucoup plus rapide. Tu n'auras pas du tout besoin de réfléchir pour faire les process que tu essayais d'apprendre quelques semaines plus tôt. Et évidemment, dans un prochain podcast, je t'expliquerai aussi quels sont les processus impliqués dans notre cerveau durant ces phases d'apprentissage, de consolidation et d'automatisation. C'est pas le sujet ici, mais on le verra plus tard. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner l'histoire d'une personne que tu connais sûrement pour t'illustrer encore l'échec comme facteur de croissance. Je pense que tu connais Thomas Edison. C'est un inventeur et un entrepreneur américain qui a souvent été crédité de l'invention de l'ampoule électrique, bien que ce soit plus juste de dire qu'il a perfectionné les travaux de ses prédécesseurs, notamment de, je ne sais pas si je dis le nom correctement, mais Humphrey Davy et Joseph Swan, pour créer une ampoule électrique qui était à la fois durable et commercialement viable. Donc faut savoir qu'il est passé par des galères sans nom parce qu'il a échoué des milliers de fois. Pourtant, ce cher Thomas n'a jamais vu ses échecs comme des défaites. Il les a plutôt vus comme des étapes cruciales et essentielles sur le chemin de sa réussite. D'ailleurs, il est célèbre pour avoir dit, ouvrez les guillemets, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » On ferme les guillemets. Garde cette phrase parce qu'elle est puissante et elle illustre la philosophie du try and learn. Garde toujours à l'esprit que chaque tentative, même infructueuse, te rapproche de ton objectif final. Et encore une fois, si le bébé n'avait pas fait ces milliers de tentatives, s'il avait tout simplement abandonné en cours de parcours, il n'aurait pas pu s'ajuster pour apprendre. Ni apprendre à marcher, ni apprendre à courir, ni apprendre à sauter, faire des coups de pied et bien d'autres choses encore. Et comme on dit, practice makes perfect en anglais. Donc chaque faux pas nous rapproche de notre but parce que chaque faux pas enrichit notre parcours d'un apprentissage vital et inestimable. Alors oui, aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que moi-même, je sors de ma zone de confort. Et là, à partir du moment où je publierai ce podcast et les prochains autres, je ne contrôlerai pas du tout ce qui va se passer. Ça peut faire peur. En tout cas, moi, ça me faisait peur. J'avais envie depuis 4 ans de tenter de faire le podcast et pourtant, j'avais peur de dire des bêtises, de ne pas être assez explicite, d'être jugée, critiquée, bref. J'avais enterré un rêve par crainte que mes peurs se concrétisent. Et malgré ça, cette idée, elle était toujours là malgré les années. C'était viscéral. Puis ensuite, il y a les regrets qui commençaient à s'installer et ça, vraiment, c'est le pire. Fallait que je tente parce que, comme on dit, mieux vaut mourir avec des remords que des regrets. Petite définition du Larousse au cas où, le regret, c'est le mécontentement,
la contrariété, le déplaisir causé par quelque chose que l'on déplore, par la non-réalisation d'un désir, d'un souhait. Et rapidement, le remords, c'est la douleur morale ressentie après une action que l'on regrette et qu'on juge mauvaise ou nuisible. Voilà. Donc, un podcast qui est aligné avec mes valeurs, ma vision. Et pour ça, c'est important que je te présente aussi le ton du podcast. D'ailleurs, peut-être que tu l'as deviné, si tu me connais pas, ou si tu me connais. Je vais parler avec toi comme une amie avec qui tu bois un café, un verre, un thé au soleil, en terrasse de préférence. On va vraiment être dans quelque chose de naturel, pas prise de tête. Je suis pas quelqu'un qui est supérieur à toi, je suis juste une collègue, un guide. Et du coup, je risque de buter sur des mots parfois parce qu'il y aura des erreurs, il y aura des E, il y aura des blancs, des gros mots sûrement, et je risque aussi de bégayer. En clair, ce ne sera pas parfait, mais ce sera toujours 100% honnête et transparent. Il y aura pas de montage. Je couperai seulement quand j'aurai soif pour pas te partager ce bruit ASMR un petit peu désagréable. Et aussi, à spécifier, je ne souhaite pas te faire de discours pompeux, mais plutôt que ce soit accessible et qu'on passe un bon moment ensemble. C'est vraiment comme si on buvait un café, toi et moi, comme je t'ai dit, en terrasse, au soleil de préférence. Et on se retrouve dans cet espace particulier pour passer vraiment ce moment agréable plus ou moins long. Donc j'essaierai de ne pas excéder les 30 minutes de podcast. Je pense que l'idéal, ça reste quand même 15-25 minutes. Mais n'hésite pas au fur et à mesure de me donner ton avis, ton feedback, parce que c'est très important pour moi. On se verra ici sur cette plateforme une fois par semaine. Et encore une fois, n'hésite pas à me dire si tu as un jour préféré ou non. Je suis encore en phase de test. Et pour la présentation, donc comme tu le sais peut-être, je suis Sarah. J'ai créé un programme Neurométamorphose qui ouvrira ses portes le 9 septembre 2024. Ce programme s'appelle Impact 360. Et de base, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et psychothérapie depuis 8 ans. Je pratique notamment l'EMDR et l'hypnose ericksonienne. J'ai un cursus TCCiste, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales. Et cette thérapie, c'est une méthode qui aide à modifier les pensées négatives et les comportements problématiques pour améliorer ton bien-être mental. Donc on en parlera une prochaine fois. Je ne vais pas m'étayer ici. Le MDR aussi, rapidement, donc c'est une désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Ça a été découvert comme ça plutôt. C'est une forme de thérapie psychologique utilisée principalement pour traiter les traumatismes et les souvenirs douloureux. En tous les cas, encore une fois, ça a été découvert comme ça. Elle a été développée dans les années 1980 par Francine Shapiro. Et le MDR, elle part du principe que certains souvenirs traumatisants peuvent rester bloqués dans notre cerveau, avec toutes les émotions et les sensations intenses qui vont avec. Tu sais, ce genre de souvenir où tu te dis « Ok, je sais que ça s'est passé le 12 mars 2012, et c'est du passé, mais en réalité, il y a une partie de ton cerveau qui agit comme si c'était toujours en train de se passer là, maintenant. » C'est pour ça que ces souvenirs non traités peuvent entraîner des symptômes pas forcément cool, comme l'anxiété, une hypervigilance constante, des cauchemars ou encore des flashbacks et bien d'autres choses encore. Et pendant une séance EMDR, on utilise des stimulations bilatérales. Donc, on l'a découvert par les yeux, comme je te disais, les mouvements des yeux, mais maintenant il y a aussi des sons qui s'alternent d'une oreille à l'autre, ou même des tapotements légers ou des vibrations tactiles dans chacune des mains. Et ces stimulations, elles aident ton cerveau à retraiter le souvenir difficile et à l'intégrer de manière moins perturbante dans ta mémoire. En gros, ça rend le souvenir moins vif et ça diminue les émotions négatives qui y sont attachées. Et souvent, ça peut aussi mener à une sorte de restructuration cognitive. C'est un terme un peu technique pour dire que tu changes ta façon de voir et de réfléchir à ce qui t'est arrivé. Ça t'aide à prendre du recul, à prendre les choses sous un nouvel angle et à mieux gérer ce souvenir dans ta vie quotidienne. Je te donne un exemple. Tu es en face de moi, je dessine un 6. Moi, je vais voir un 6, toi, tu vas voir un 9. En fonction de là où on se pose, notre point de vue, notre perspective va être différente. Notre interprétation de la réalité va être totalement différente, toi et moi. C'est un peu le même concept ici dans la restructuration cognitive. Le MDR est particulièrement efficace pour traiter le trouble de stress post-traumatique, mais il est aussi utilisé pour traiter d'autres problèmes comme l'anxiété, les phobies, les addictions et même les douleurs chroniques. Attention, par contre, c'est pas une baguette magique. J'ai des patients, évidemment, que en une séance c'était ok, d'autres 4, d'autres 10, d'autres 20.
En gros, chaque personne est unique, chaque personne est différente et a son propre fonctionnement, sa propre histoire. L'hypnose ericksonienne, c'est une forme d'hypnose un peu spéciale qui a été mise au point par le docteur Milton Erickson. C'est un psychiatre et un psychothérapeute américain super innovant qui a une histoire de vie vraiment incroyable. Je te conseille d'aller vérifier sur Internet. Dans tous les cas, je te ferai un podcast dans le futur. Contrairement à l'hypnose classique où on te dit quoi faire et de façon assez directe, l'hypnose ericksonienne, elle préfère y aller en douceur. Elle va utiliser des suggestions subtiles, des histoires, des métaphores et aussi un langage qui laisse place à la liberté pour t'aider à entrer dans un état de transe et à accéder à tes propres ressources intérieures. Celles qui te permettront du coup de changer ce que tu veux dans ta vie. Ce que j'adore dans cette approche, c'est qu'elle respecte vraiment l'autonomie du patient. Et le thérapeute, il est vraiment pas là pour te dire quoi faire. Il est plutôt là pour t'aider, te guider à découvrir toi-même ce qui te convient le mieux pour toi. Ça renforce aussi l'idée que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour surmonter tes problèmes. En gros, tes ressources. Et ces ressources, c'est vraiment ce trésor caché au fond de toi. L'hypnose, elle est simplement là pour t'éclairer le chemin pour que tu retrouves ton trésor. Puis ensuite, tu devras toujours passer à l'action en réalité pour que ces changements, ils prennent vie réellement et se renforcent dans ton quotidien. Donc voilà, je suis aussi notamment créatrice de la Neuroquotidienne. C'est une newsletter hebdomadaire où je partage mes réflexions, ce que j'ai pu apprendre de mes recherches, des modèles, des systèmes, des principes, des hacks, des histoires inspirantes chaque semaine. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment te partager le why, le grand pourquoi derrière ce travail, cette idée de construire un podcast tel que Neuroflow. Donc ce why, il est capital parce que si tu n'es pas d'accord avec ça, et c'est totalement ok, tu peux d'ores et déjà quitter le podcast parce qu'il n'y a aucun intérêt pour toi à rester ici. Donc mon but, ma mission derrière Neuroflow, c'est de t'accompagner dans ce voyage vers une vie en résonance avec tes valeurs profondes pour vivre une vie équilibrée, accomplie et surtout pleine de sens. C'est vraiment de pouvoir libérer ton potentiel pour vivre pleinement, reprendre les rênes de ta vie en transformant tes objectifs, tes rêves et même tes projets en réalité concrète. Pour ça, on va majoritairement utiliser les disciplines comme la psychologie, les neurosciences, la philosophie et bien plus encore pour justement comprendre le fonctionnement et les processus de ton cerveau, trouver des solutions pour équilibrer ta chimie à travers du coup différentes approches, différentes solutions qui vont être accessibles comme le sport, l'alimentation, la méditation et bien plus encore. Construire des habitudes de vie en accord avec tes désirs, identifier et surmonter les biais psychologiques qui peuvent te freiner au quotidien, mais aussi cultiver, renforcer un growth mindset. Donc j'ai vraiment cette passion de vulgariser ce que je sais et de partager cette magie du savoir aux knowledge workers que tu es, que vous êtes tous ici. Alors peut-être que tu te demandes ce qu'est un knowledge worker. Qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est un terme qui signifie les travailleurs du savoir en français. Ce sont des individus dont le principal capital de travail, c'est la connaissance. Et ce terme, il a été popularisé par Peter Drucker, qui est un théoricien du management dans les années 1950. D'ailleurs, petite info, cette date, elle marque vraiment une période de transition significative où l'économie mondiale commence à se déplacer progressivement de l'ère industrielle vers une nouvelle phase, souvent appelée l'ère post-industrielle ou comme beaucoup préfèrent l'appeler, l'économie du savoir. Cette transition, ce changement, cette rupture, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Mais les années 1950 sont souvent citées comme point de départ. En tout cas, les travailleurs du savoir utilisent leurs compétences intellectuelles pour produire, analyser, interpréter et appliquer des connaissances plutôt que de produire des biens matériels ou d'exécuter des tâches manuelles. Donc, pour cela, on va évidemment passer par la théorie, mais évidemment, on va passer par la pratique aussi. Sauf que sans système, sans modèle, sans outils, sans armes, tu risques de te casser la gueule dans la pratique. Et ici, on est vraiment là pour t'armer pour que tu passes à l'action. Parce que l'action, c'est le catalyseur de changement et de croissance. Et du coup, ça m'amène à un autre concept qui est fondamental dans notre quête de développement personnel, un autre concept qu'on a parlé un peu plus haut qui, à mon sens, complète parfaitement notre discussion d'aujourd'hui. Le growth mindset, ou l'esprit de croissance. L'esprit de croissance, c'est l'idée que nos capacités et notre intelligence ne sont pas gravées dans le marbre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre potentiel n'est pas déterminé dès la naissance.
On a tous la possibilité d'évoluer, de nous améliorer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ce concept a été popularisé par Carol Dweck, c'est une psychologue américaine de renommée mondiale. Je ne sais pas si je dis son nom correctement, mais en tous les cas, elle a passé sa carrière à étudier l'impact des mentalités sur la réussite. Elle explique que ceux qui ont un esprit de croissance vont être plus résilients face à l'échec, plus enclins à prendre des risques et plus ouverts à l'apprentissage. En gros, ils ne se contentent pas de survivre aux défis, ils les embrassent comme une partie intégrante de leur voyage vers le succès. Cette chère Carole, elle a découvert qu'il existe 2 types de mentalités. La mentalité fixe et la mentalité de croissance. La mentalité fixe, c'est celle qui croit que les talents et l'intelligence sont innés et immuables. Ceux qui adoptent cette mentalité peuvent avoir peur de l'échec parce que pour eux, échouer, ça signifie révéler leurs limites intrinsèques. Par exemple, si quelqu'un échoue à un examen, une personne avec une mentalité fixe pourrait penser « Je ne suis tout simplement pas intelligent et je ne le serai jamais ». Donc cette mentalité, elle va te pousser souvent à vivre une vie par défaut, comme on appelle. Tu sais, c'est ce genre de vie où tu te laisses porter par le courant, sans vraiment te remettre en question de là où tu vas. Tu te retrouves à enchaîner les journées en mode automatique, métro, boulot, dodo, sans vraiment explorer ce qui te passionne, tes hobbies, ou même essayer de nouvelles choses. Cette façon de penser, elle peut te limiter, te faire passer à côté de ta vie, de ton épanouissement personnel, et au final, tu te contentes de survivre au lieu de vraiment vivre ta vie. Tu évites les défis, tu restes dans ta zone de confort, et du coup, tu passes à côté de ton vrai potentiel. En revanche, la mentalité de croissance, c'est celle qui voit chaque défi, chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de se renforcer. Et ceux qui possèdent cette mentalité croient que leurs compétences peuvent être développées à travers l'effort, la persévérance et surtout des leçons tirées de leurs erreurs. Ils ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme un moyen, comme un tremplin vers une amélioration continue. Cette mentalité, elle te pousse à chercher en gros un sens plus profond dans ta vie. Là, on parle vraiment de construire une vie qui te ressemble, une vie que tu crées toi-même, une vie by design, comme on appelle. C'est là où tu es libre de suivre tes passions, d'explorer des nouveaux horizons, de te lancer dans des projets qui t'inspirent. Et chaque obstacle devient une opportunité d'apprendre et de te renforcer. Tu vis de manière plus intentionnelle, tu crées une vie pleine d'expériences et d'accomplissements. Bref, tu ne te contentes pas de survivre, tu cherches vraiment à t'épanouir, à vivre et à atteindre ton plein potentiel. Et il y a une histoire frappante pour illustrer cette mentalité de croissance, une personne que tu connais sûrement qui est Michael Jordan. Et il faut savoir que Jordan n'a pas toujours été la légende qu'il est devenu. En fait, au lycée, si tu ne le sais pas, il n'a même pas réussi à intégrer l'équipe de basket de son école. Et beaucoup auraient abandonné à ce stade. Mais pas notre cher Jordan. Il a utilisé cet échec comme une motivation pour travailler encore plus dur. Il est devenu connu pour son éthique de travail rigoureuse, passant des heures supplémentaires à s'entraîner, même après que les autres aient quitté le terrain. Jordan, il disait souvent « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. » Ce que cette histoire, elle montre, c'est qu'on se développe à travers l'effort, la persévérance et les leçons tirées de nos échecs. Jordan ne voyait pas ses échecs comme des fins en soi, mais comme des opportunités de grandir et de devenir encore meilleur. C'est ici qu'on peut introduire ce concept intéressant, celui de l'antifragilité. C'est une idée développée par Nassim Nicholas Taleb. Taleb, il explique que certaines choses dans la vie ne se contentent pas de résister aux chocs ou aux épreuves, mais en ressortent même renforcées. L'antifragilité, il faut savoir que c'est l'opposé de la fragilité. Là où quelque chose de fragile se brise sous la pression, là où quelque chose de robuste résiste, l'antifragile, lui, devient plus fort. C'est exactement ce que Jordan a fait. Chaque échec l'a non seulement rendu plus résistant, mais il en a tiré des forces supplémentaires pour se surpasser. Je donne encore un dernier exemple et après j'arrête là. Donc, qui connaît Dragon Ball Z? Bon, il y en a peut-être qui vont pas aimer.
mais personnellement, ça a bercé mon enfance. Et Goku, ça a été un mentor pour moi, une figure de résilience. Il prône la mentalité de croissance et de l'antifragilité. Il est connu pour sa quête constante des défis. Il le dit lui-même, je cherche toujours plus fort que moi pour devenir plus fort. Et chaque combat, même s'ils sont difficiles et douloureux, même s'il a failli mourir à de nombreuses reprises, d'ailleurs il est mort plusieurs fois en vrai, en tous les cas, ça lui a permis de devenir plus fort. Goku, c'est vraiment l'incarnation de cette mentalité. Chaque épreuve, chaque défaite l'a rendu plus fort. C'est d'ailleurs la nature des Saiyans. Mais si ça t'intéresse, je pourrais aussi en faire un podcast sur Dragon Ball Z parce qu'il y a vraiment plein de choses reliées à la psychologie derrière ça. Pour revenir à notre sujet, Carol Dweck souligne également l'importance de voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des informations. Elle dit, j'ouvre les guillemets, « L'erreur est essentielle. Non seulement elle nous apprend ce que nous ne savions pas, mais elle nous pousse à chercher, à apprendre et à s'améliorer. » Je ferme les guillemets. Donc, l'échec devient un outil d'apprentissage, un moyen de progresser plutôt qu'un reflet de nos limites. Et à mesure que tu progresses dans ton propre cheminement, rappelle-toi que chaque expérience, bonne ou mauvaise, te forge et t'apporte un peu plus près de ta meilleure version de toi. Que chaque échec est une brique de plus vers la construction de ta propre réussite. Alors rappelle-toi constamment ce que dit Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Parce que tout ce que nous vivons, que ce soit succès ou échec, ça nous apprend quelque chose et ça nous aide à grandir toujours plus chaque jour. Voilà, maintenant qu'on arrive à la fin de ce podcast, j'aurai une question pour toi. Quand as-tu pour la dernière fois affronté un échec et en as-tu tiré des leçons précieuses? Merci d'avoir été là pour ce tout premier épisode de Neuroflow. Je suis vraiment ravie de t'avoir à mes côtés dans cette aventure et j'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi. Ensemble, on va explorer, apprendre et grandir. Comme tu l'as vu, ce premier podcast n'est pas du tout parfait, mais si ça t'a impacté, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi pour faire grandir cette communauté. Et n'oublie pas que notre temps est limité. Alors investis dans ton futur dès aujourd'hui. Innove, impacte, inspire chaque jour. Et souviens-toi, ton potentiel se développe à travers les actions que tu entreprends quotidiennement. Tu as le pouvoir de façonner ton avenir par tes choix, tes efforts et ta persévérance. Alors, est-ce que tu es prêt à transformer tes rêves en réalité? Parce que le voyage commence maintenant. Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Neuroflow. Si ce contenu t'a inspiré ou parlé, prends quelques secondes pour lui donner 5 étoiles et le partager autour de toi. Grâce à ton action, ça aidera la communauté de grandir et grâce à toi, je pourrai continuer à te partager tout ce que je sais et ce que je découvre. Ensemble, on va apprendre à repousser les limites qu'on pensait possibles et continuer notre route pour vivre une vie pleine de sens. Parce qu'on le répète, mais notre mantra, c'est vivre pleinement, pas seulement exister. N'oublie pas que notre temps est limité, donc investis dans ton futur dès aujourd'hui. Innove, impacte, inspire chaque jour, parce que ton potentiel d'action grandit à travers tes choix et les actions que tu entreprends quotidiennement. Tu as le pouvoir de façonner ton avenir. Alors, prêt pour le changement ?